L'odeur de la viande finement rôtie, de l'huile de truffe coûteuse et du vin minéral frais flottait lourdement dans l'atmosphère de l'Apex Bistro. Ce restaurant perché au-dessus de la baie de San Francisco n'était pas seulement un lieu de restauration, mais un habitat soigneusement orchestré pour l'élite technologique Setcast, dont la fortune s'était multipliée du jour au lendemain grâce à des idées numériques. Les grandes baies vitrées offraient une vue imprenable sur les îles scintillantes, un panorama symbolisant les possibilités infinies, à condition d'être assez riche pour se le permettre. À la table d'angle centrale se tenait Dominic Thorne. À seulement 32 ans, il incarnait l'enfant prodige du capitalisme agressif de la Silicon Valley. Son introduction en bourse récente avait propulsé sa fortune à des sommets vertigineux même pour cette région. Il portait un costume sur mesure dont le tissu était plus fin que de la soie, et son sourire légèrement ennuyé exsudait une arrogance supérieure. Il était en train de donner des instructions énergiques à son directeur financier sur la manière d'éliminer les dernières propriétés insignifiantes d'un quartier émergent d'Oakland. « Il faut vider ce pâté de maison, Gerald », expliquait Thorne, balayant le monde d'un geste dédaigneux. Ce sont des fardeaux des petits ateliers et des centres communautaires. Nous avons besoin de cet espace pour nos futurs projets d'habitat urbain. Pensez aux marges. La conversation s'arrêta net. Le front de Thorne se plissa lorsqu'il tourna son regard vers l'entrée. 6 hommes venaient de pénétrer dans le bistrot. Ils formaient un contraste brut et sans phare avec l'environnement raffiné. Ils portaient des gilets de cuir épais ornés non pas de logos d'entreprise, mais d'écussons militaires et de marques de mission. Leurs visages burinés par les intempéries affichèrent des regards calmes, mais vigilants. C'étaient Elias Gridz Hauser et ses plus proches compagnons des gardiens de la côte Coastal Guardians, un club de motards composé exclusivement de vétérans des forces armées américaines. Gridz, ancien fantassin de marine, arborait fièrement une barbe indomptée, témoin de ses années de service et de vie sur la route. Son gilet racontait des histoires d'Afghanistan et d'Irak. Ils n'étaient pas là pour semer le trouble, ils étaient là pour sauver. Gridz s'approcha du maître d'hôtel, visiblement mal à l'aise, troublé par cette intrusion dans la façade lisse de son établissement. « Nous avons d'une réservation. » Hauser 6 personnes, déclara Gridz d'une voix grave et résonnante, empreinte de calme, mais ne tolérant aucune contradiction. « Nous sommes un peu en avance, mais nous avons besoin de la table pour planifier stratégiquement. Nous faisons face à une urgence. » Le manager tiraillé entre son devoir et la crainte de la réaction de sa clientèle habituelle guida à contre-cœur le groupe vers une table isolée. Les 6 hommes s'assirent, déployèrent une carte pliée du quartier sur la table et entamèrent immédiatement une discussion à voix basse mais intense. Leur mission était urgente, leur local associatif, la Forge The Forge, qui servait de refuge, de centre thérapeutique et d'atelier pour les vétérans traumatisés ou en recherche d'emploi, était menacé d'expulsion. Le nouveau propriétaire du bloc qui avait augmenté le loyer de manière astronomique n'était autre que Dominic Thorne. C'est du chantage. Rien d'autre qu'un chantage éhonté, grogna Hammer, un ancien ingénieur dont les mains étaient épaisses comme des troncs d'arbres. Nous avons contribué à cette communauté pendant 20 ans, et maintenant, ce gamin veut nous prendre notre seul foyer. Rex, dont la jambe droite cachée sous la table, grâce à une prothèse de pointe perdue en Irak, soupira. Patience Hammer. Gridz a un plan. Ce soir, nous avons notre avocat avec nous, tout est enregistré. On reste calme et stratégique. Pas d'émotion. Pendant ce temps, Dom Thorne avait repéré le groupe. Il se renversa ostensiblement dans son siège,
ses yeux plissés par le mépris. « Regardez ces parasites, Gerald, lança-t-il assez fort pour que la moitié du restaurant l'entende. Ces types viennent dans mon établissement, dans mon immeuble, pour discuter de leur chèque d'assistance sociale. Ils polluent et polluent l'air et gâchent l'ambiance. Ces gens sont un fardeau pour la société. Ils partent en guerre parce qu'ils n'ont rien de mieux à faire. Et ensuite, ils s'attendent à ce que nous, les contribuables, les entretenions à vie. » Le mépris dans sa voix était palpable. Plusieurs clients ricanèrent maladroitement, mais personne ne dit rien. Grizz leva une main pour calmer ses hommes et fixa Thorne directement. Sa voix était posée, mais l'air autour de lui semblait s'épaissir. « Monsieur, dit-il calmement, nous sommes ici pour manger tranquillement et planifier. Nous sommes tous des vétérans qui ont servi ce pays. Nous ne dérangeons personne. » Thorne éclata d'un rire sonore et malveillant, attirant l'attention de toute la salle comme un projecteur. « Servi magnifique! J'ai défendu mon pays aussi contre les mauvais investissements. Je crée des emplois pendant que vous réclamez l'argent de l'État. Peu m'importe que vous soyez le pape vieil homme. Les ordures ne mangent pas là où je mange. Si vous voulez planifier stratégiquement, faites-le dans un bar crasseux, pas dans un établissement dont je garantis le bail. » Le visage de Rex se crispa. « Grizz, il nous provoque. Il insulte notre service. »« Je sais, » répondit Grizz presque inaudible. « Mais nous sommes les gardiens de la côte. Nous connaissons notre devoir et notre discipline. » Thorne se leva, son arrogance emplissant la pièce. « Et c'est votre fille. » Il fixa Emma, la fille unique de Grizz, qui revenait des toilettes dans une robe élégante. Elle a dû hériter de sa beauté de sa mère. Certainement pas de vous les bêtes. À cet instant, la discipline silencieuse de Grizz vacilla. Il sentit la colère monter en lui plus brûlante que la chaleur du désert. Mais il ferma les yeux un instant, respira profondément et se rappela sa mission. La violence serait une victoire pour Thorne. « Ne parlez pas à ma fille, » avertit Grizz doucement. Sa voix était si grave qu'elle semblait plus une vibration qu'un son. Thorne rayonna. « Ou quoi? Vous allez me frapper, prouver que vous êtes la bête que je pense que vous êtes. » Le regard de Thorne tomba sur sa table. Une bouteille entamée de Château Pétrus, un millésime estimé à plus de 500 $ sur la carte trônait là. Sans hésiter, Thorne saisit la bouteille, la brandit bien haut pour s'assurer que tout le monde regardait, fixa Grizz froidement et dit « Je crois que vous avez besoin d'un peu de nettoyage sale fardeau fiscal. » Il versa le reste du vin rouge sombre et lourd sur la tête de Grizz avec force. Le vin coûteux coula sur son visage, goûta sur sa barbe et sur son gilet imprégnant, les écussons portant les noms de camarades tombés. Ce n'était pas seulement un liquide, c'était une destruction ostentatoire de son honneur. Le vin rouge symbolisait le sang versé par Grizz et ses frères. Un silence absolu régnait dans le bistrot. Les conseillers de Thorne reculèrent incrédules. Les clients retinrent leur souffle, s'attendant à une explosion de rage primitive, une bagarre qui prouverait à l'arrogante millionnaire qu'il était allé trop loin. Thorne sourit triomphalement. « Beaucoup mieux. Maintenant, vous sentez au moins quelque chose qui vaut 500 $. » Dehors, Grizz essuya le vin de son œil d'une main. Il ne serra pas le poing. Il sourit le sourire le plus dangereux qu'il ait jamais affiché. C'était le sourire d'un homme qui avait isolé l'ennemi dans le désert et s'apprêtait à frapper, sachant que chacun de ses mouvements serait légal et dévastateur. Rex dit Grizz d'une voix désormais glaciale et claire. « Appelle Sam. Code Intégrité 302.
On le fait à leur manière. Rex, qui connaissait la véritable signification de ce code, sortit son téléphone satellite. Le code n'était pas pour une bagarre, mais pour une démonstration de discipline et de vérité. C'était le signal d'une action nationale des vétérans. Thorne rit imperturbable. Vous appelez vos amis motards formidables. Je vais vous faire arrêter tous pour violation de propriété et harcèlement idiot. Ici, c'est mon mot qui compte. Grizz hocha simplement la tête et sortit son propre smartphone. Il appuya sur Live Stream. « Monsieur, vous ne comprenez pas la situation ?» dit Grizz. Le vin goûtait encore de son gilet, mais sa posture était celle d'un général. « Nous n'appelons pas une bagarre. Nous appelons la vérité. Et la vérité dans le monde moderne a plus de puissance qu'aucun point. » Il orienta son téléphone pour que Thorne et le reste de la salle soient clairement visibles. « Regardez, Monsieur Thorne, poursuivit Grizz, sa voix claire et déterminée pour les milliers de spectateurs potentiels. Vous venez d'agresser volontairement un vétéran et citoyen de ce pays devant une caméra simplement parce que nous avons osé respirer dans votre temple technologique sacré. Ce n'est pas votre guerre, c'est la nôtre. » Rex, à l'autre bout de la table, commença à parler dans son téléphone, sa voix calme et professionnelle. Code 302 activé. Toutes les unités disponibles dans la baie sont requises. Présence silencieuse, c'est l'ordre. Pas d'émeute, juste des drapeaux. On lance le compte à rebours. Le sourire arrogant de Thorne commença à s'effacer légèrement. Il réalisa que ce n'était pas la réaction bestiale qu'il attendait. C'était une réponse calculée. Et dans ce calme résidait une puissance que son argent technologique ne pouvait acheter. Dehors, dans les ruelles, tranquilles, menant à l'Apex Bistro, un grondement lointain et profond commença à se faire entendre le rugissement régulier de centaines de moteurs de moto. Le bruit sourd et guttural qui balaya la baie de San Francisco dans la première minute du code d'intégrité 302 fut le premier signe que Dominic Thorne avait fondamentalement mal évalué la situation. Cela commença comme un murmure à peine perceptible, mais se transforma rapidement en un tonnerre métallique inarrêtable, faisant vibrer les verres en cristal de l'Apex Bistro. Dom Thorne regarda par la fenêtre panoramique, son visage encore marqué par son sourire triomphal, mais désormais légèrement troublé. « Regardez, Gerald, railla-t-il, à l'adresse de son directeur financier, abasourdi. La cavalerie des idiots est arrivée. Ils pensent pouvoir m'intimider. J'appelle la police et ces fauteurs de troubles verront leurs motos saisies d'ici la fin de la soirée. Ils ne connaissent pas les règles de cette ville, mais lorsque les motos atteignirent la voie d'accès étroite du bistrot, le bruit cessa aussi brusquement qu'il avait commencé. Une mer de silence s'installa. Plus de 250 motos des machines chromées rutilantes et des bécanes mat éprouvées par la guerre se tenaient désormais en formation parfaite autour de tout le bâtiment. Ce n'était pas une foule chaotique, c'était un déploiement militaire précis et discipliné. Les motards descendirent de leurs engins. Tous portaient leurs gilets de cuir, leur posture droite. Aucun n'entra dans le restaurant, aucun ne gesticula ni ne cria. Ils se tenaient simplement là, calmes et disciplinés, leurs regards fixés sur ce qui se passait à l'intérieur. Puis vint le geste qui en disait plus que 1000 cris, chacun sortit un petit drapeau américain plié et le tint fermement en main. L'effet dans le restaurant fut paralysant. « Ils sont tous en formation », murmura Gerald, le directeur financier de Thorne, son regard empli de peur fixé sur les gardiens silencieux. « Ils sont disciplinés. Ce n'est pas une foule de rue. Ils sont stupides
s'il pense quand et que ça va marcher, aboya Thorne, mais sa voix avait déjà perdu de son assurance. Il saisit son téléphone. « Je vais appeler la police et les faire dégager pour rassemblement illégal. » Grizz, toujours assis à sa chaise, le vin coûteux goûtant sur le sol en bois poli, ne bougea pas. Il tenait fermement son smartphone, le direct continuant. « Regardez-les, Monsieur Thorne, » dit Grizz, sa voix désormais calme et pédagogique, comme celle d'un présentateur de journal. « Voici la cavalerie des idiots. Voici le code d'intégrité 302. La plupart de ces hommes ont reçu plus de balles pour ce pays que vous n'avez de zéro sur votre compte bancaire. Ce n'est pas de la racaille. Ce sont des héros qui ont appris à suivre des ordres et à faire preuve de discipline. Et ils sont ici en silence pour témoigner. Les clients du bistrot, qui avaient initialement toléré l'arrogance de Thorne, commencèrent à changer d'attitude. Ils ignorèrent Thorne et commencèrent à filmer à travers les fenêtres l'étrange et digne scène à l'extérieur. Les images de centaines de motards silencieux tenant des drapeaux encerclant ce restaurant gastronomique glamour étaient un contraste visuel instantané, parfait pour les réseaux sociaux. « Ce sont des vétérans », murmura une femme à une table voisine mettant son champagne de côté. Il a attaqué des vétérans. C'est incroyable. L'opinion publique bascula plus vite que Thorne ne pouvait formuler sa prochaine insulte. Rex, le visage désormais glacial, prit la parole à la table. Il brandit son propre téléphone pour soutenir le direct de Grizz. « Salutations à tous les spectateurs. Ici Rex. J'ai laissé une jambe en Irak. Nous ne sommes pas ici pour nous battre. Nous sommes ici pour l'intégrité. Nous voulons que le monde sache qui est vraiment Dominic Thorne. » Le nombre de spectateurs sur l'écran de Rex grimpa en flèche. 10 000, 50 000, puis plus de 100 000 en quelques minutes seulement. Le code d'intégrité se propagea comme une traînée de poudre dans les réseaux de vétérans et les forums de morale à l'échelle nationale. Rex entama son réquisitoire. Il parla fort clairement et sobrement, pas d'insultes, juste des révélations factuelles, recueillies grâce aux recherches minutieuses des gardiens de la côte. Dominic Thorne vient de nous traiter de bêtes et de parasites. Eh bien, permettez-nous de vous présenter l'espèce Thorne. C'est l'homme qui veut acheter et fermer notre centre La Forge. La Forge n'est pas seulement un atelier. C'est un centre qui offre une thérapie gratuite aux traumatisés de guerre et qui a aidé plus de 30 vétérans sans-abri à trouver un emploi et un logement. Il montra la carte sur la table, désormais centrée pour la caméra. Thorne a augmenté le loyer de 300%, sachant que nos revenus proviennent de dons. Pourquoi? Parce qu'il veut construire un autre immeuble de luxe à cet endroit. Il bâtit sa richesse sur le dos de ceux qui lui ont assuré sa liberté. Il chasse les nécessiteux pour embellir son propre portefeuille. Les révélations devinrent encore plus personnelles et douloureuses pour Thorne. Mais ce n'est pas tout, poursuivit Rex, tenant des copies de documents publics devant la caméra. Monsieur Thorne est un maître de l'optimisation fiscale. Voici des extraits de registres publics montrant que les entreprises de Thorne utilisent depuis des années des schémas complexes pour éviter des millions de taxes locales en déplaçant constamment leur siège social sur le papier. Il nous traite de fardeaux fiscaux, mais c'est lui qui prive systématiquement la communauté de ses fonds, des fonds qui financent les services municipaux et l'aide aux vétérans. La colère initiale de Thorne céda la place à une onde de choc glacial. Il tenta de se précipiter vers Rex pour arracher les preuves, mais Hammer et Tank, deux imposantes figures calmes portant les insignes de Desert Storm et de la guerre du Vietnam sur leurs gilets, s'interposèrent immédiatement, bloquant le passage. Pas de contact,
pas de menace, juste un mur immobile de cuir et de muscles. Ils incarnaient parfaitement le code du silence. Soudain, le téléphone de Thorne se mit à sonner frénétiquement, pas une fois, mais dans un staccato incessant de notifications et d'appels. Puis sa montre connectée. Puis le téléphone de son directeur financier. Le premier appel venait de son avocat dont la voix était audible, même à travers le chaos assourdi. Thorne décrocha les mains tremblantes. « Dominic, qu'est-ce que tu fais, bon sang? La vidéo est virale. On dit que tu as attaqué un héros de guerre avec une bouteille de vin. C'est un désastre de relations publiques avant l'introduction en bourse. On ne peut pas être perçu comme anti-vétéran. Retire-toi immédiatement et présente des excuses. » Il raccrocha. Aussitôt, un autre appel. C'était sa fiancée dont la voix était emplie d'une rage hystérique, audible uniquement pour Thorne. Espèce d'égocentrique, répugnant. « Mon père vient d'appeler. Il a retiré ses fonds. C'est la fin de nos fiançailles. Tu as sacrifié notre réputation sociale pour une crise de colère minable. Je me retire. » Thorne essuya la sueur de son front. Son directeur financier était livide. « Monsieur Thorne, je viens de recevoir un message de la bourse. Nos actions chutent comme une pierre. Les gens vendent par peur des dommages à notre réputation. Le conseil d'administration appelle. Ils exigent une déclaration immédiate et des explications. » Le regard de Thorne passa frénétiquement des fenêtres au motard silencieux et digne à Grizz, qui essuyait calmement le vin de sa barbe. Le pouvoir avait changé de camp, pas par des coups, mais par l'application impitoyable de la vérité et de la morale publique. La situation s'intensifia dramatiquement lorsque le chef de la sécurité personnelle de Thorne, Mike, un homme massif qui l'avait suivi depuis ses débuts dans la richesse, recula lentement d'un pas. Mike était, comme Rex le confirma rapidement via le direct, un ancien garde national avec des déploiements à l'étranger. « Mike, qu'est-ce que tu fais? Va repousser ces bêtes! Appelle la police! » Bon sang, hurla Thorne hystérique. Mike regarda Dom Thorne pour la première fois sans aucune servilité. Ses yeux étaient un peu froids et déçus. « Mon frère est tombé en Afghanistan, Monsieur Thorne. Vous n'avez pas seulement souillé cet homme, vous avez souillé toute mon unité. Vous m'avez payé pour vous protéger, pas pour défendre votre pourriture morale. Je démissionne. Maintenant. Je ne sers pas un homme qui traite les héros de racailles. » Mike se retourna, retira sa veste d'uniforme et la jeta aux pieds de Thorne. Il marcha sans un mot vers la sortie et fut accueilli par les gardiens de la côte silencieux avec un hochement de tête bref et honorable. À cet instant, le manager du bistrot, le visage trempé de sueur, entra en scène. Il ignora complètement Thorne et s'adressa directement à Grizz. « Monsieur, je tiens à m'excuser profondément pour le comportement de cet homme. Votre repas est offert ce soir par la maison. Nous soutenons les vétérans sans réserve. » Il se tourna vers Thorne. « Monsieur Thorne, j'ai reçu des ordres de la direction. Vous n'êtes plus le bienvenu ici. Je dois vous demander de quitter mon établissement immédiatement. Nous ne servons pas les personnes qui attaquent des vétérans. » Thorne se tenait seul, entouré de ses victimes, taché de vin des regards moqueurs de ses conseillers et de la condamnation collective des clients. Il était isolé dans son propre royaume. Le téléphone de Thorne sonna une dernière fois. Il décrocha sa main, tremblant tellement qu'il pouvait à peine le tenir. Oui, une voix tonitruante audible dans toute la salle retentit Dominic. « Ici le président du conseil d'administration, vous êtes suspendu avec effet immédiat. Votre comportement irresponsable et les révélations publiques sur vos fraudes fiscales ont ruiné notre introduction en bourse et notre réputation auprès de millions
d'investisseurs potentiels. Videz votre bureau. Nous vous poursuivrons pour dommages et intérêts. Thorne laissa tomber son téléphone. Il s'écrasa sur le sol en marbre. Son empire s'effondra à cet instant, non par une OPA hostile, mais par la simple et impitoyable puissance de la morale publique et de la discipline de 250 vétérans silencieux. Son regard supplia Grizz. « S'il vous plaît, faites que ça s'arrête. Je vous en supplie. » Grizz sourit froidement. « Ce n'est pas entre nos mains, Monsieur Thorne. C'est dans votre passé. Mais je vais vous dire ce qui va se passer ensuite. » Dominic Thorne se tenait au milieu des décombres qu'il avait lui-même orchestrés. L'écho de la voix tonitruante du président du conseil résonnait encore dans la salle de marbre. Les clients de l'Apex Bistro ne le regardaient plus. Ils le jugeaient. Thorne, le jeune dieu de la Silicon Valley, dont la parole faisait loi hier encore, n'était plus qu'un paria social, un misérable taché de vin. « S'il vous plaît », Grizz supplia Thorne les mains jointes devant le vétéran, un geste révélant sa totale défaite. « Faites que ça s'arrête. Je vous donnerai l'argent, je paierai tout ce que vous voulez. Juste arrêtez cette... » Il chercha le mot « juste ». C'est « cette cauchemar ». Elias Grizz Hauser laissa échapper un rire court et sec dénué d'humour. Il s'avança le vin sur son gilet luisant sous la lumière. Il était l'incarnation du calme, un roc dans l'hystérie de Thorne. « Ce n'est pas un cauchemar, Monsieur Thorne, corrigea Grizz. Ce sont des conséquences. Et les conséquences ne s'effacent pas simplement avec de l'argent, surtout pas le vôtre. » Grizz regarda les motards silencieux devant la fenêtre, leur posture disciplinée, démontrant une puissance indestructible. Il se tourna ensuite vers la caméra de son direct et parla non seulement à Thorne, mais au monde entier. « Écoutez bien, car voici le prix de l'arrogance que vous avez affichée ici. Nous ne voulons pas votre argent, Monsieur Thorne. Nous voulons votre intégrité. Et cela n'a pas de prix. » Il s'approcha d'un pas, sa voix s'abaissant à un ton grave et percutant. « Vous allez vous excuser ici et maintenant devant cette caméra et ces témoins pour chaque insulte que vous avez proférée contre nous, contre notre service et contre le sacrifice de nos frères et sœurs. Vous allez vous excuser de nous avoir traités de racailles et de parasites. » Le visage de Thorne était blême. Son corps entier tremblait alors que son ego luttait contre la nécessité absolue de l'humiliation. « Je m'excuse, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Plus fort ordonna Rex, le porteur de prothèse, dont le regard exprimait désormais un pur mépris. « Parlez assez fort pour que les centaines de milliers de spectateurs qui regardent maintenant puissent vous entendre. » Thorne chercha son souffle. « Je m'excuse pour tout ce que j'ai dit. C'était mal, c'était inapproprié. » Des larmes coulèrent sur ses joues, des larmes de honte et de défaite. Et insista Grizz. « Et pourquoi d'autre? Et pour balbutia Thorne avoir aspergé M. Hauser avec ce vin, et ajouta Hammer. Pour l'expulsion forcée de la forge. » Thorne déglutit péniblement. Il savait que c'était le point crucial. Reconnaître l'injustice était la clé. Et je m'assurerai que le bail de la forge soit immédiatement et définitivement sécurisé. Je rendrai le bâtiment à l'organisation des vétérans Grizz, hocha lentement la tête. Juste cela. Un petit hochement mesuré. La foule silencieuse de motards devant la fenêtre resta inchangée. Ils attendaient le signal de leur chef. Grizz se tourna vers la caméra et entama sa déclaration finale porteuse d'une leçon pédagogique claire. Les mots s'adressèrent à Thorne, mais le message était pour tout le pays. « Mesdames et messieurs citoyens de ce pays,
et tous ceux qui suivent ce direct, commença Grizz. Ce que vous avez vu aujourd'hui n'est pas un combat pour de l'argent. C'est un combat pour l'éthique et le caractère. M. Thorne pensait que sa fortune de 300 millions de dollars lui donnait le droit de mépriser les gens qui lui ont permis d'avoir cette liberté. Le regard de Grizz s'intensifia. Nous, les gardiens de la côte, sommes tous des vétérans. Nous avons été formés à trouver la force non dans l'agression, mais dans la maîtrise. Nous aurions pu recourir à la violence physique ici, mais cela aurait fait de nous exactement les bêtes qu'ils pensaient que nous étions. Au lieu de cela, nous avons choisi l'arme que notre Constitution nous donne, la liberté d'expression, la liberté de réunion et la vérité. Il montra Rex et sa prothèse. Mon frère Rex a donné une partie de son corps pour protéger ce pays. Mon frère Tank, un ancien Navy SEAL, a sauvé 17 personnes des décombres le 11 septembre. Ces hommes ne sont pas des parasites. Ils sont l'épine dorsale morale de cette nation. Et quand vous attaquez ces hommes, vous attaquez les piliers de notre société. Grizz souleva légèrement son gilet taché de vin. Ce gilet a été souillé, mais il peut être lavé. Ce qui ne peut pas être lavé, c'est la honte que M. Thorne a attirée sur lui et ses affaires aujourd'hui. La vraie puissance n'est pas la taille de votre compte bancaire ou la rapidité de votre introduction en bourse. La vraie puissance est l'intégrité. La vraie puissance est la capacité de montrer de la discipline, même sous la provocation. La vraie puissance est la fraternité et la communauté que nous vétérans, nous devons les uns aux autres. Il s'adressa maintenant directement aux spectateurs, dont beaucoup étaient de jeunes professionnels du secteur technologique. Voici la leçon du jour, peu importe à quel point vous devenez riche ou puissant, si vous perdez votre boussole morale, vous serez abattu par la communauté que vous méprisez. Vous réaliserez que la loyauté vaut plus que n'importe quelle action. L'honneur est un capital qui ne perd jamais de valeur, alors que votre argent peut disparaître du jour au lendemain. Grizz se détourna et mit fin au direct d'un clic et regarda Thorne une dernière fois. Votre empire s'est effondré parce que vous avez oublié ce que signifie le respect. La rue vous apprendra ce que nous avons appris dans l'armée, la seule monnaie qui compte au final, c'est la confiance. Il fit un bref signe, presque imperceptible, à ses hommes. Dehors, les 250 motards démarrèrent leurs moteurs simultanément. Le grondement n'était pas agressif, mais plutôt comme un jugement tonitruant. Puis, de manière tout aussi synchronisée, ils commencèrent à se disperser en formation ordonnée, libérant les rues. Thorne s'effondra s'appuyant sur la table en marbre. Son directeur financier le saisit pour le tirer hors du restaurant désormais hostile. Les opprimés avaient triomphé, sans porter un seul coup. 1 an plus tard, les fruits de l'intégrité. L'histoire de Dom Thorne, le dompteur de bêtes de l'Apex Bistro, devint virale. Il perdit sa fortune, son entreprise et sa position sociale. Son nom devint synonyme du côté obscur du capitalisme technologique. Les gardiens de la côte, quant à eux, connurent une vague sans précédent de dons. Le manager de l'Apex Bistro fit un don substantiel pour le centre et tout le repas de Grizz et de ses hommes fut non seulement offert, mais qualifié de historique. La Forge fut entièrement transférée à l'Organisation des vétérans grâce à une astuce juridique imposée par la pression publique. Un jour, presque 1 an après l'incident, Grizz reçut une lettre anonyme envoyée depuis un bureau de poste discret dans le Wyoming. La lettre ne portait pas d'adresse d'expéditeur, mais l'écriture était celle de Dominic Thorne. À l'intérieur, écrite à la main et empreinte d'une profonde humilité, on pouvait lire « Monsieur Hauser ».
Je vous écris parce que je vous dois quelque chose et ce n'est pas une compensation. C'est une reconnaissance. Vous m'avez pris ce soir-là tout ce que je pensais important, mais vous m'avez rendu quelque chose de bien plus précieux, mon humanité. J'étais la bête que je vous ai accusé d'être. Je pensais que la richesse était le pouvoir, mais vous m'avez montré que la discipline, l'honneur et la fraternité sont les seuls véritables atouts inaliénables. Je sais maintenant que la vraie force ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans la sincérité avec laquelle on sert. Merci de m'avoir enseigné cette leçon sans un seul coup. Grizz encadra cette lettre et l'accrocha dans le local de la forge. En dessous, il y avait une photo de l'Apex Bistro, cette nuit-là, 250 moteurs, tenant en silence le drapeau américain, tandis que le millionnaire à l'intérieur s'effondrait. La légende disait « La nuit où nous avons gagné sans combattre ». Chaque année, à l'anniversaire de cet événement, les gardiens de la côte se réunissaient dans le désormais renommé bistrot de l'honneur l'Apex Bistro, ayant changé de direction après le scandale pour porter un toast au café à l'intégrité plus forte qu'une bouteille de vin ou un chèque. Ils n'avaient pas besoin de prouver leur force à quiconque. Ils devaient simplement attendre patiemment que les arrogants de ce monde révèlent leur propre faiblesse au monde entier. C'était la véritable puissance. Pas l'homme aux 300 millions, mais les hommes aux 300 frères. Honneur, discipline, intégrité. Tel était le code qui gagnait toujours.